Par une froide après-midi de février 1999, Minerlise Minnie Soriano, 13 ans, a disparu alors qu'elle rentrait de l'école à pied dans le Bronx, à New York. 4 jours plus tard, son corps a été retrouvé fourré dans un sac poubelle, jeté dans la benne à ordures d'un immeuble à quelques pâtés de maison de chez elle. Pendant plus de 2 décennies, sa famille a vécu sans réponse, tourmentée par le silence, jusqu'à ce qu'une percée révolutionnaire en matière d'ADN en 2021 révèle enfin l'homme responsable de sa mort. Avant de continuer, s'il vous plaît, mettez j'aime, likez, pour que plus de personnes puissent voir cette affaire, et abonnez-vous à la chaîne avec toutes les notifications activées, pour ne jamais manquer une enquête sur une affaire non résolue. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, chaque interaction aide à maintenir ces histoires en vie. C'était le mercredi 24 février 1999. Une journée d'école typique dans le Bronx. L'air de février était encore mordant, mais un sentiment de routine régnait dans les rues. Le quartier de Mount Eden était vivant du bruit de la ville, le crissement des bus, l'écho du métro aérien grondant au loin, les enfants avec leurs sacs à dos courant sur les trottoirs, les bodgas, épiceries de quartier, avec leurs portes ouvertes et la vapeur sortant des bouches d'égout. Au milieu de ce chaos familier se trouvait Minerlise Soriano. Pour tous ceux qui la connaissaient, elle était simplement Minnie. À 13 ans, elle était à cette frontière délicate entre l'enfance et l'adolescence. Elle était décrite par ses professeurs comme une fille tranquille et exceptionnellement gentille. Une de ces filles qui proposait d'effacer le tableau ou d'aider un camarade de classe qui avait pris du retard. Elle avait un sourire timide et de grands yeux marrons qui semblaient tout observer avec sérieux. Sa famille était tout pour elle. Elle rêvait de devenir infirmière, un reflet de son désir inné de prendre soin des autres. Ce mercredi après-midi, la cloche a sonné à l'école intermédiaire 135, collège 135. Minnie a rassemblé ses livres, mis son manteau et est sortie dans l'air froid. Elle a dit au revoir à ses amis, prévoyant de marcher la courte distance pour rentrer à l'appartement de sa famille. Le trajet faisait moins d'1 mile, moins de 1,6 km, un chemin qu'elle avait fait des centaines de fois. C'était un chemin bordé d'immeubles en briques, de magasins familiaux et de visages familiers. Un chemin qui aurait dû être sûr. Mais quelque part sur ce court trajet, Minnie n'est jamais rentrée à la maison. Quand l'horloge a sonné 16 heures, puis 17 heures, l'inquiétude dans l'appartement Soriano a commencé à grandir. Minnie était toujours à l'heure. Son père, Louis, a commencé à sentir ce nœud froid de panique. D'abord, il a appelé l'école. On lui a dit que les cours s'étaient terminés à l'heure. Ensuite, il a appelé les parents des amis de Minnie, un par un. La réponse était toujours la même, nous l'avons vue partir. Elle n'est pas rentrée à la maison. Quand le soleil a commencé à se coucher et que l'énergie bouillonnante du Bronx a cédé la place aux ombres de la nuit, la panique s'est transformée en terreur. La famille Soriano a contacté la police de New York, NYPD, et a signalé sa disparition. En quelques heures, les agents ont commencé à ratisser la zone. Mais c'était une tâche monumentale. Ils ont vérifié les parcs voisins, les cages d'escalier, les ruelles sombres. Les bénévoles du quartier, apprenant la nouvelle, se sont joints aux recherches, criant son nom dans l'obscurité. Des avis de recherche avec la photo de Minnie ont commencé à apparaître, scotchés sur les lampadaires, les vitrines des épiceries et les portes des laveries. L'image de son visage souriant regardait depuis le papier, une supplication silencieuse dans une ville de millions d'habitants. Mais dans une métropole aussi vaste, chaotique et indifférente que New York, retrouver une fille disparue, c'était comme chercher un seul grain de sable sur une plage bondée. Les jours passèrent. Jeudi. Vendredi. Samedi. Chaque appel téléphonique faisait bondir le cœur de la famille, pour n'être qu'une fausse alerte. L'espoir a commencé à s'effondrer, remplacé par une angoisse insupportable. Et puis, le dimanche 28 février, un agent d'entretien d'un immeuble voisin a fait une découverte macabre. C'était un dimanche matin froid et gris. L'agent d'entretien de l'immeuble d'appartement au 2323 Walton Avenue faisait sa ronde habituelle. L'immeuble était à quelques pâtés de maison de l'appartement de Minnie, mais dans la densité du Bronx, cela aurait pu être un autre monde. Il s'est dirigé vers la zone du sous-sol où étaient entreposées les bennes à ordures, s'apprêtant à les sortir sur le trottoir. Il a soulevé le lourd couvercle métallique d'une benne et a été accueilli par l'odeur habituelle des ordures de la ville. Mais quelque chose n'allait pas. Il a remarqué un sac poubelle en plastique sombre, grand et lourd, qui semblait bien plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Il semblait avoir été enfoncé de force parmi les autres sacs. La curiosité, ou peut-être un sentiment d'inquiétude, l'a poussé à le tirer.
Quand il l'a ouvert, l'odeur qui s'en est échappée était écrasante et sans équivoque. Ce n'était pas des ordures ménagères. C'était l'odeur de la mort. À l'intérieur, il a vu la petite forme d'un corps. L'employé a reculé, horrifié, et a appelé le 911. La police de New York est arrivée rapidement et a bouclé la zone. Les résidents, attirés par les sirènes, ont commencé à se rassembler en silence sur les trottoirs pendant que les détectives installaient le ruban jaune autour du bâtiment. La scène était dévastatrice. La jeune fille était entièrement vêtue. Et bien que la décomposition ait commencé, les enquêteurs ont pu voir qu'elle était petite, à peine une adolescente. Les dossiers dentaires ont confirmé l'identité en 24 heures. C'était Minnerlise Soriano. Pour sa famille, la confirmation a brisé le peu d'espoir qui restait. Patty Soriano, sa mère, s'est effondrée en apprenant la nouvelle. Le son de sa douleur a résonné dans le couloir de leur immeuble. Les voisins pleuraient ouvertement dans les escaliers. Les professeurs de son école ont allumé des bougies devant l'immeuble où on l'a trouvée, un petit sanctuaire improvisé au milieu de la tragédie. Le Bronx, un arrondissement déjà habitué à l'adversité et à la dureté, a semblé s'arrêter et pleurer l'une des siennes. Les détectives de la brigade criminelle, homicide, du Bronx ont immédiatement pris en charge l'affaire. La scène près de la benne à ordures offrait peu d'indices. Le tueur l'avait jetée comme si elle n'était rien. Le rapport du médecin légiste fut clinique et brutal. Il a déterminé que Minnie avait été agressée sexuellement puis strangulée. La cause du décès était l'asphyxie. Le médecin légiste a estimé l'heure du décès entre 24 et 36 heures après sa disparition, ce qui signifiait qu'elle avait probablement été tuée le jeudi soir ou le vendredi matin. L'enquête s'est heurtée à un mur. Il n'y avait aucun signe d'effraction chez elle. Aucun témoin oculaire ne l'avait vue avec quelqu'un de suspect après sa sortie de l'école. Et nous étions en 1999, les caméras de surveillance étaient rares dans les rues résidentielles. Il n'y avait pas d'images de vidéosurveillance à analyser. Les enquêteurs ont interrogé des dizaines de personnes, familles, camarades de classe, professeurs, voisins et propriétaires de magasins locaux. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Certains disaient qu'elle aurait pu être attirée par quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. D'autres chuchotaient à propos d'une possible implication de gang. Aucune de ces rumeurs n'a mené nulle part. De l'ADN crucial a été récupéré sur la scène, en particulier sur les vêtements de Minnie. C'était la percée la plus significative. Mais en 1999, les bases de données judiciaires étaient limitées. Le profil génétique a été chargé dans le CODI, le système national d'ADN, mais n'a donné aucune correspondance. Le tueur n'était pas dans le système. Et les technologies comme la recherche d'ADN familial relevaient encore de la science-fiction. Pendant des mois, les détectives ont poursuivi toutes les pistes possibles. Ils ont interrogé les délinquants sexuels enregistrés dans la région. Ils ont suivi des pistes anonymes. À chaque fois, les résultats étaient les mêmes, aucune correspondance. Et lentement, comme tant d'autres affaires dans une ville pleine de tragédies, le meurtre de Minnerlise Soriano est devenu une affaire classée, un cold case. Le dossier s'est épaissi, mais les réponses restaient à des kilomètres de distance. Alors que les années 2000 commençaient, la vie dans le Bronx a suivi son cours. La ville a survécu à la peur du « bog » de l'an 2000, Y2K, a été témoin de l'horreur du 11 septembre et a commencé à se reconstruire. Mais pour la famille Soriano, le temps semblait figé en février 1999. La chambre de Minnie est restée intacte, un sanctuaire de sa vie interrompue. Ses posters de stars de la pop des années 90 étaient toujours au mur. Ses cahiers, avec son écriture d'adolescente, étaient toujours sur son bureau. Son animal en peluche préféré était toujours sur son lit. Y entrer, c'était comme remonter le temps, un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. Chaque année, à l'anniversaire de sa disparition, la famille organisait une petite veillée. Ils allumaient des bougies, partageaient des souvenirs et priaient. Mais les questions les tourmentaient. Qui aurait pu faire une chose aussi cruelle? Pourquoi Minnie? Le tueur était-il toujours là, marchant dans les mêmes rues qu'eux? En coulisses, la police de New York n'a pas complètement oublié. L'affaire de Minnie était l'une de celles qui hantaient les détectives. Tous les quelques années, un nouveau détective de la brigade des affaires non résolues, Cold Case, sortait le dossier. Il vérifiait les notes, relisait les entretiens. À mesure que la technologie ADN progressait, ils analysaient à nouveau les preuves, espérant qu'une nouvelle technique pourrait révéler quelque chose. Mais rien. Le tueur était un fantôme. En 2010, plus d'une décennie s'était écoulée.
Les parents de Minnie étaient plus âgés maintenant, leur visage marqué par un chagrin qui n'a jamais disparu. Ils avaient perdu l'espoir d'obtenir justice, se contentant de la dure réalité de ne pas avoir de réponse. Il semblait que la vérité ne sortirait jamais. Puis, en 2021, 22 ans après le crime, la technologie a finalement rattrapé le tueur. L'escouade des affaires non résolues du NIPT, armée de nouveaux outils, a décidé de réexaminer l'ADN trouvé sur les vêtements de Minnerlise. Cette fois, ils ne cherchaient pas une correspondance directe. Ils utilisaient une méthode de pointe connue sous le nom d'analyse d'ADN familial ou recherche par parentèle. Ce processus est un travail de détective génétique. Ils ne cherchent pas seulement une correspondance exacte dans le codis, mais ils recherchent des similitudes génétiques qui pourraient identifier les parents d'un suspect, un frère, un cousin, un père. Ils ont passé le profil ADN dans la base de données d'ADN familial de l'État de New York. Et cette fois, ils ont eu un résultat. Ce n'était pas une correspondance, mais une piste. Les résultats indiquaient une forte connexion familiale avec un homme nommé Joseph Martinez. Les détectives ont cherché le nom. Joseph Martinez, 49 ans, et il vivait toujours dans le Bronx. En fait, il vivait incroyablement près de l'endroit où le corps de Minnie avait été trouvé. Il n'avait jamais été sur les radars des forces de l'ordre pour ce crime. Il n'avait pas de casier judiciaire violent important, ni de lien évident avec la famille Soriano. C'était juste un type qui vivait sa vie, au vu et au su de tous. Les détectives ont commencé une surveillance secrète. Ils avaient besoin de son ADN pour faire une comparaison directe. Ils ont suivi Martinez, observant sa routine. Ils ont collecté des objets qu'il a jetés en public, des mégots de cigarettes, une bouteille d'eau, des mouchoirs usagés. Tout ce qui pouvait contenir son ADN. Ils ont envoyé les échantillons au laboratoire pour un test ADN de confirmation. Lorsque le laboratoire a comparé les échantillons au profil ADN de 1999 trouvé sur les vêtements de Minnie, le résultat était indéniable. C'était une correspondance parfaite. Après 22 ans de silence, d'impasse et de chagrin, il tenait l'homme responsable du meurtre de Minnerlise Minnie Soriano. Le 8 novembre 2021, les détectives ont interpellé Joseph Martinez. L'homme de 49 ans a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré, meurtre non prémédité. Pendant l'interrogatoire, il a montré peu d'émotion. Il n'a pas avoué, mais peu importait. Les preuves scientifiques ne laissaient aucune place au doute. La police pense que Martinez, qui avait 27 ans au moment du crime, a rencontré Minnie alors qu'elle rentrait chez elle. Il pense qu'il l'a enlevée dans la rue, l'a emmenée dans un lieu, peut-être son propre appartement, l'a agressée et tuée, avant de se débarrasser de son corps dans la benne à ordures près de son immeuble, un endroit qu'il connaissait bien. Lorsque la nouvelle a éclaté, le Bronx et une grande partie de la ville de New York ont été stupéfaits. Le nom Minnerlise Soriano est revenu à la une des journaux après plus de 2 décennies de silence. Lors d'une conférence de presse, la procureure de district du Bronx, Darcel Clark, a déclaré avec solennité « Après 22 ans, nous pouvons enfin dire son nom et savoir que justice est en train d'être rendue. » Minnerlise Soriano était une petite fille avec toute la vie devant elle. On lui a volé cet avenir, mais nous n'avons jamais cessé de nous battre pour elle. Pour la famille Soriano, la nouvelle a été une collision de soulagement et d'angoisse. Le soulagement de savoir enfin qui. L'angoisse de voir toute la douleur refaire surface. Nous avons prié pour ce jour, a dit son oncle au journaliste. Mais maintenant qu'il est là, la douleur semble à nouveau nouvelle. Alors que l'affaire progressait devant les tribunaux, les procureurs ont révélé que l'ADN original avait été méticuleusement conservé pendant plus de 2 décennies, un témoignage de la diligence des enquêteurs originaux de 1999. Cette preuve est devenue la clé qui a finalement révélé la vérité. La technologie de l'ADN familial, autrefois controversée pour des raisons de confidentialité, avait prouvé sa capacité à résoudre des affaires auparavant considérées comme impossibles. Les mêmes techniques avaient identifié des tueurs dans d'autres affaires historiques, du tueur du Golden State en Californie à des dizaines d'affaires non résolues à travers le pays. En 2022, Joseph Martinez a comparu devant le tribunal, faisant face à des accusations de meurtre au second degré. Le juge lui a refusé la libération sous caution. Au cours des procédures, les procureurs ont détaillé comment les preuves ADN ne laissaient aucune place au doute. La famille de Minnie était assise en silence dans la salle d'audience, un voyage de 22 ans qui les a conduits. Dans cette pièce, face à l'homme qui leur a tout pris. Des photos de Minnie ont été montrées sur les écrans. Elle souriait sur chacune d'elles, une fille de 13 ans, figée dans le temps.
La communauté du Bronx, après 22 ans, a enfin eu une réponse. L'homme qui a pris la vie de Minnie avait marché parmi eux pendant des décennies, un fantôme que personne n'a vu. Et bien que la justice ait été retardée, elle n'avait pas été déniée. L'affaire de Minerlise Minnie Soriano est plus qu'une histoire de tragédie. C'est une histoire de persévérance, d'enquêteurs qui ont refusé d'abandonner, de scientifiques qui ont innové, et d'une famille qui n'a jamais cessé de croire qu'un jour, la vérité éclaterait. C'est aussi un rappel du chemin parcouru par la science forensique. Comment un seul échantillon d'ADN préservé peut combler des écarts de décennies et apporter la justice bien après que l'espoir s'est évanoui. L'histoire de Minnie résonne à travers le temps, nous rappelant qu'aucune affaire n'est vraiment froide, attendant seulement le bon moment, la bonne technologie et les bonnes personnes pour découvrir ce qui a été caché. Ce soir, alors que nous nous souvenons de Minerlise, nous nous souvenons de chaque enfant dont l'histoire n'a pas encore été racontée, de chaque question sans réponse qui persiste encore dans le silence. Que pensez-vous de cette affaire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais s'il vous plaît, restez respectueux de la mémoire de Minerlise et de sa famille. Si vous souhaitez voir plus d'enquêtes de true crime, crimes réels, comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour que plus de personnes puissent connaître ces histoires, car parfois, même le plus petit détail peut aider à rendre justice après des décennies de silence.